Merci beaucoup pour votre accueil. On est évidemment très heureux de pouvoir vous présenter ce soir les conclusions qu'il y a dans ce rapport. Je suis très émue aussi par le message qui a été formulé, parce qu'effectivement, Alexis Tiuka a accompagné vraiment ce processus exploratoire depuis le début. C'était effectivement une cause à laquelle il croyait et à laquelle il attachait beaucoup d'importance. Donc vous verrez d'ailleurs que le rapport lui est dédié. Donc on va commencer la présentation de ce rapport avec la présentation d'une autre actrice essentielle dans le cadre de ce processus, c'est Hélène Ferrarini, qui a publié donc à la fin de l'année 2022, au mois de septembre je pense, un ouvrage qui s'appelle Allons enfants de la Guyane, qui a permis de remettre la question des Hauts Indiens au devant de la scène, de libérer la parole à son sujet, d'en reparler et de faire aussi tout un pan d'histoire autour de ces Hauts Indiens. Et donc ce soir, elle a eu la gentillesse de bien vouloir venir présenter une partie de ses travaux pour que vous tous et toutes qui êtes dans la salle, vous puissiez aussi bien mieux connaître en fait les Hauts Indiens de Guyane dont on va parler tout au long de la soirée. Merci beaucoup. Hélène, on vous écoute. Bonsoir à tous et à toutes. Pour commencer, merci au groupe GDR et au député Jean-Victor Castor, ainsi qu'à l'Institut Joannet et à M. Macias pour l'organisation de cette réunion et la possibilité que cela m'offre de partager avec vous quelques connaissances sur l'histoire des hommes de Guyane, ces pensionnats destinés aux enfants amérindiens et marrons de Guyane. Je parle de connaissance, car alors que nous sommes ici réunis pour aborder la question de la reconnaissance de ce passé, il faut bien commencer par là, connaître cette histoire. C'est ce à quoi je me suis attelée pendant plusieurs années, jusqu'à la publication de ce livre, Allons enfants de la Guyane, en septembre 2022, un livre sous-titré « Éduquer, évangéliser, coloniser les Amérindiens dans la République », et qui a été préfacé par Alexis Tiuka, à qui je veux bien sûr moi aussi rendre hommage aujourd'hui. C'est un livre qui lui doit beaucoup, tout comme la réunion de ce jour. Lorsque j'ai sollicité une rencontre avec Alexis Tiuka en 2015, en Guyane, c'était parce que je m'intéressais déjà à l'histoire de ces hommes indiens. J'avais appris l'existence à Saint-Georges-de-l'Oyapock, à la frontière avec le Brésil, d'un dernier homme indien en activité où grandissaient une soixantaine d'enfants du peuple Wayampi, originaires des villages du haut fleuve Oyapock, sous la tutelle de religieuses de l'ordre de Saint-Paul de Chartres. Et j'avais alors trouvé très peu d'informations sur l'histoire de ces établissements, un mémoire de recherche en anthropologie qui avait été soutenu par Françoise Armanville en 2012, qui posait des premières bases de cette histoire, de ce passé qui était alors encore un présent. Et j'avais aussi trouvé un texte signé par Alexis Tiuka, je l'avais trouvé en ligne sur le site Blada, que les Guyanais connaissent bien. Et j'ai retrouvé ce texte et je l'ai relu avec émotion en préparant l'intervention de ce soir. Il est intitulé « Les Églises et les Amérindiens, un devoir de mémoire selon Alexis Tiuka ». C'est un texte qui a été publié en 2013, il y a 11 ans. Et cela résonne très fortement avec ce que nous sommes en train de vivre en ce moment. C'était un article qui avait été publié à l'occasion de l'élection du pape François et qui commence par ces mots d'Alexis. « Je fais partie de ces enfants coupés de leur monde culturel. Le principe qui rassemble tous les pensionnats amérindiens et que l'on soustrait les enfants aux influences du mode de vie familial et tribal traditionnel. La Guyane, et donc la France, a un devoir de mémoire à remplir dans ce domaine. À quand la mise en place d'une commission, comme au Canada, pour permettre aux survivants de ces pensionnats de faire connaître leur histoire dans un cadre sécuritaire, d'informer les populations sur ce pan de l'histoire guyanaise et de ses répercussions sur les peuples autochtones de notre département. » Tout était déjà dit, en quelque sorte. Et ce texte nous rappelle que s'il y a bien quelqu'un qui souhaitait voir s'ouvrir ce chapitre de l'histoire des hommes indiens de Guyane, c'était Alexis Tiuka. Et pourtant, lors de notre première rencontre, nous avons finalement peu parlé de cette histoire des hommes. Et nous avons d'abord publié un livre d'entretien, Petit guerrier pour la paix, dans lequel Alexis aborde pudiquement, en quelques pages, son passage par le homme catholique de Mana enfant.
et ont ensuite commencé ces recherches au long cours sur l'histoire des hommes de Guyane avec les encouragements et le soutien d'Alexis et d'autres anciens pensionnaires de ces établissements auxquels je pense aujourd'hui, Guillaume Couilloury, Kadi Johannes et d'autres qui m'ont confié leurs témoignages et m'ont aussi permis d'accéder à d'autres paroles que les leurs. Il s'agissait de consolider les bases historiques posées par Françoise Armanville et de répondre à un certain nombre de questions afin d'avoir une connaissance plus large de cette histoire, une vue d'ensemble en quelque sorte. Car nous étions alors face à un non-sujet, une sorte de vide historique, une quasi-inconnue. Alors bien sûr, les anciens pensionnaires savaient très bien qu'ils avaient vécu chez les sœurs, chez le prêtre, mais parfois c'est une histoire que leurs propres enfants ne connaissaient pas, tant ce sont des sujets qui sont parfois peu, voire pas du tout abordés dans certaines familles. Et dans les communes de Guyane, on savait qu'ici, à côté de l'église, ou là, à côté de la maison des sœurs, enfin, dans la maison des sœurs, il y avait eu un homme indien, donc un endroit où des enfants amérindiens grandissaient loin de leurs parents sous la tutelle de religieux catholiques. Mais à tout un ensemble de questions telles que où et quand ces pensionnats avaient-ils ouvert? Comment cela s'était-il mis en place? Combien de temps cela avait-il duré? Quand et pourquoi la plupart avaient-ils fermé? Combien d'enfants avaient vécu dans ces lieux? Quels étaient leurs statuts? Quel avait été le rôle de l'Église et quel avait été le rôle de l'État? Y avait-il eu un transfert financier de l'État vers l'Église? Et à quel titre? Quelles étaient les conditions de vie dans ces établissements? Eh bien, nous étions sans réponse, ou presque, ou en tout cas des réponses parcellaires et assez individuelles. Alors, j'ai tâché d'y répondre en partie par deux moyens, en dépouillant un certain nombre d'archives, notamment des archives des congrégations religieuses, certaines inédites, je pense aux archives des franciscaines missionnaires de Marie que j'avais pu consulter à Rome et qui n'avaient pas été ouvertes auparavant, et puis en recueillant le témoignage d'un certain nombre d'anciens et d'anciennes pensionnaires qui m'ont fait confiance pour parler de leur enfance. Une quarantaine d'entre eux ont ainsi partagé des éléments très importants pour écrire cette histoire, et puis d'autres témoins, quelques religieux et des observateurs de cette histoire. Et ces recherches ont permis de commencer à écrire cette histoire qui, vous l'avez compris, n'en est qu'à ses débuts, qu'au début de sa mise en récit. Et donc c'est de là que je vous parle. Je pense que c'est assez important d'avoir pris ce temps de vous présenter ma méthode, car un certain nombre d'éléments historiques avancés aujourd'hui pour parler des hommes sont issus de ces recherches. Donc il s'agit de ne pas dire de bêtises. Et j'avais bien conscience de cela, de la responsabilité qu'il y avait à poser des bases historiques sur lesquelles aujourd'hui se construisent des revendications, des processus mémoriels s'établissent, des actions de justice traditionnelle se bâtissent. Depuis la publication du livre et les nouvelles rencontres que j'ai pu faire, les nouveaux témoignages qui m'ont été confiés, le travail de recherche que je poursuis, notamment dans le cadre d'un documentaire historique pour France Télévisions, en ayant eu accès à de nouvelles archives, par exemple des archives du Vatican que j'ai pu récemment consulter à Rome, et bien tout cela vient compléter, affiner, préciser cette histoire, mais sans remettre en question profondément ce qui est avancé dans Allons enfants de la Guyane. Mais cette histoire mérite assurément que les regards que l'on porte dessus se multiplient et se croisent. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire aujourd'hui, à l'aune de ces connaissances, de l'histoire des hommes de Guyane? Eh bien, les hommes indiens, donc cette pratique qui consiste à grouper des enfants autochtones autour de religieux catholiques, prêtres et religieuses, loin de leurs parents, de leur village, de leur famille, se met en place à Mana, dans l'ouest de la Guyane, au cours des années 30. Plus précisément, en 1935, des documents attestent de la présence de jeunes filles, d'enfants amérindiennes, en l'occurrence du peuple Kalinia, chez les religieuses de Mana. Et des garçons, eux, sont chez le prêtre. La photo qui se trouve en couverture du livre est d'ailleurs extraite d'une série de clichés qui ont été pris en 1941 par un prêtre et qui sont à ma connaissance les plus anciennes traces iconographiques de cette histoire. Alors cette pratique se pérennise à Mana, les garçons vivent chez le prêtre au presbytère, les filles chez les sœurs de Saint-Joseph de Cluny. C'est donc une pratique initiée à ses prémices par l'Église catholique et qui a été ensuite avalisée par l'État français. J'y viens. En 1946, la Guyane, qui est colonisée par la France depuis le XVIIe siècle, devient ce qu'on appelle un département français d'outre-mer. Et c'est le jeune département, via son préfet Robert Vignon,
qui décide d'entériner ce système des hommes indiens en le finançant avec de l'argent public. Un arrêté préfectoral de 1949 prévoit ainsi le versement d'un prix de journée pour chaque enfant. Et avec ce blanc-seing préfectoral, la pratique se répand. Des hommes ouvrent à Irakubo pour les garçons Kalinia des savanes, à Saint-Laurent-du-Maroni pour les filles, à Sinamari pour les filles, puis sur les fleuves frontières, à Maripasula, destiné aux enfants marrons du peuple Boni et aux enfants amérindiens du Haut-Fleuve, qui sont Wayana et Teko, puis sur le fleuve Oyapock à Saint-Georges. Et avec ce soutien étatique, on voit arriver le recours à la contrainte pour convaincre les familles et les enfants récalcitrants à rejoindre ces établissements via la figure du gendarme qui peut se rendre dans les communautés pour menacer les parents. Quel est le statut de ces enfants ? À partir de 1958, la catégorie juridique de l'aide sociale à l'enfance d'enfants recueillis temporairement est mobilisée par l'administration pour légaliser le financement public mis en place depuis 1949. Mais les critères de cette catégorie de recueillis temporaires qui suppose le consentement des parents et le risque de danger si l'enfant reste vivre en famille ne sont pas réunis dans le cas des hommes indiens. Il y a donc une forme de détournement de l'aide sociale à l'enfance qui est opérée pour permettre ce financement sur argent public de ces établissements religieux. En 1964, une association des hommes indiens est créée sous l'impulsion de l'Église catholique en Guyane et de la préfecture, et elle se dote de statuts, de règlements. Pour la première fois, l'âge des enfants présents dans les hommes est encadré de 4 à 16 ans. Dans une première version du texte, l'administration avait proposé l'âge minimum de 5 ans. Les religieuses ont obtenu 4 ans. Et des témoignages permettent de penser qu'auparavant, des enfants encore plus jeunes, des 2 ou 3 ans, ont pu rejoindre des hommes. En tout, ce sont 8 hommes qui ont existé dans 6 communes de Guyane. Les premiers à fermer le font dans les années 70. En 1980, tous les hommes du littoral, de la bande littorale, ont fermé. Restent les hommes des fleuves frontières. Celui de Maripasula ferme en 2012 et celui de Saint-Georges de l'Oyapock vient à peine de fermer ses portes. La rentrée de septembre 2023 est la première sans le homme en activité. Ce sont environ 2000 enfants qui ont grandi, qui sont passés par ces établissements. C'est un chiffre que j'ai construit à partir de toutes les données chiffrées que j'ai pu croiser dans les archives que j'ai consultées. Pour ce qui est des conditions de vie dans ces établissements, je souhaite surtout laisser la parole aux principaux concernés, aux anciens pensionnaires, que je pense que l'on entendra dans quelques instants. Mais ce que je peux vous dire en 2 mots, c'est que ce sont celles d'un internat religieux catholique autoritaire qui s'applique à des enfants venant d'un milieu culturel totalement étranger à ces codes. Et je pense que c'est un point qu'il faut absolument garder en tête, celui d'un grand écart culturel, pour ne pas dire d'un écartèlement imposé aux enfants. Les enfants y subissent des violences symboliques, culturelles, psychiques, morales, spirituelles et physiques. Au moins 2 enfants sont décédés durant leur temps au HOM, ainsi que l'attestent des documents d'archives. Les objectifs de ces établissements sont, pour les religieux, l'évangélisation, et pour les autorités publiques, l'assimilation, l'acculturation. Il s'agit de faire de ces enfants des petits Français, et également un point que je regrette d'avoir relativement sous-traité dans le livre, bien que je l'y mentionne, en faire aussi des travailleurs guyanais, produire de la main-d'œuvre. Et les hommes participent d'une fabrique du travailleur guyanais à une époque où le sous-peuplement de la Guyane est jugé responsable de son sous-développement. Ainsi, d'anciens pensionnaires ont participé à construire la base spatiale de Kourou, ont œuvré dans l'exploitation forestière, dans la pêche en mer, la pêche crevettière. Alors cette histoire est une histoire de l'intime, une histoire personnelle pour encore des centaines d'anciens et d'anciennes pensionnaires de ces établissements. C'est une histoire familiale qui a des répercussions sur les 2e, les 3e générations. C'est une histoire Kalinia, une histoire Wayana, une histoire Wayampi, une histoire Teko, une histoire Palikour, une histoire Arawak, une histoire Boni. Et c'est bien sûr aux premières concernées de choisir de l'aborder selon les termes et les modalités qui leur conviendront, à leur rythme, selon leur calendrier et leur volonté. Et à la réflexion, je pense de plus en plus que ce à quoi nous assistons aujourd'hui, peut-être plus qu'à une libération de la parole, c'est peut-être enfin à une écoute qui se fait attentive,
car des personnes ont toujours parlé. Alexis demandait dès 2013 une commission vérité à ce sujet. Mais qui les écoutait alors? L'histoire des Hommes, c'est aussi une histoire mondiale, puisque des pensionnats de ce type ont existé partout, dans de nombreux pays du monde, pour intégrer de force les populations autochtones. Et enfin, c'est une histoire française. C'est l'histoire d'une politique publique mise en place au nom de la francisation, dans le cadre réglementaire, administratif français, et dans laquelle je vois personnellement deux contradictions profondes avec les principes républicains. C'est une histoire qui révèle les liens profonds entre l'Église et l'État dans un département où la loi de séparation de l'Église et de l'État de 1905 ne s'applique pas et où le moment de la départementalisation en 1946 choisit de ne pas l'appliquer. Et c'est aussi l'histoire d'une politique construite sur une base ethnique, sur un ciblage ethnique. Et ça, c'est quelque chose que je peux avancer avec plus d'assurance à l'aune de nouveaux témoignages qui m'ont été confiés, car les hommes visent bien spécifiquement des populations que l'administration désigne alors comme primitives, des Amérindiens autochtones, descendants des premiers habitants de la Guyane d'avant la colonisation, et des Noirs marrons, descendants d'esclaves rebelles réfugiés en forêt qui ont réussi à imposer leur liberté au pouvoir esclavagiste. Et alors même que la France refuse de ratifier la Convention 169 de l'OIT reconnaissant les droits des peuples autochtones en raison d'une impossibilité constitutionnelle de distinguer les citoyens entre eux, elle a, dans le cas des hommes indiens, appliqué une politique qui repense justement sur cette connaissance de l'ethnicité. Et ces deux constats permettent de conclure à des persistances coloniales dans l'administration de la Guyane par la France jusqu'à aujourd'hui. Ouvrir la mémoire des hommes indiens, c'est aussi une manière de réfléchir, de penser, et peut-être de penser, au sens de soigner cette relation entre la Guyane et la France. Et c'est une démarche qui a toute sa place ici et à laquelle je vous remercie de contribuer par l'attention que vous y apportez.